Le collectif indépendant pour la consolidation et la promotion de la démocratie a rendu public ce matin une déclaration. Au centre de celle-ci, l'analyse de la situation sociopolitique actuelle du pays. Une autre déclaration, celle du collectif Sauvons le Niger, qui lui exige la libération sans condition des étudiants arrêtés suite aux dernières manifestations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le collectif indépendant pour la consolidation et la promotion de la démocratie, SICOPROD, est un regroupement de 23 structures de la société civile réunies en séance extraordinaire à l'effet d'analyser la situation sociopolitique en cours dans le pays. Le dit collectif a rendu public une déclaration de presse dont je vous invite à suivre la teneur avec Bouzou Toro Sanoussi, il est président du SICOPROD. Il faut souligner que c'est au moment où le président de la République et son gouvernement mettaient un accent particulier pour voir se réaliser concrètement toutes les actions contenues dans le programme de renaissance que certains élus du peuple trouvent du plaisir à bloquer le fonctionnement normal de la deuxième institution de la République, à savoir l'Assemblée nationale. Ces blocages qui auraient persisté malgré l'arrêt numéro 004 de la Cour constitutionnelle, le refus d'obtempérer à cet arrêt par le premier responsable de cette institution participe à la stratégie machiavélique de certains politiciens mal intentionnés d'étouffer toute possibilité d'épanouissement du peuple nigérien qui a commencé pourtant à retrouver le souffle depuis l'avènement des autorités de la 7e République. C'est encore le lieu de souligner que c'est cette catégorie de politiciens qui étaient dans le rouage de l'État depuis plus de 40 ans, mais sans jamais proposer une alternative heureuse au peuple nigérien. C'est pourquoi le BEN SICOPROD demande au président de la République, garant du respect de la Constitution, de prendre toutes les dispositions légales pour que la loi soit respectée. Le BEN SICOPROD demande aussi au président de la République et à son gouvernement de ne céder à aucune menace ni pression et de continuer à travailler sans relâche au plus grand bonheur du peuple nigérien comme ils l'ont toujours d'ailleurs fait. De la situation sociale, sur ce plan, le BEN SICOPROD constate avec amertume, indignation et désolation des actes de vandalisme de nature à troubler l'ordre public et la quiétude sociale. En effet, le BEN SICOPROD constate aussi que ces actes seraient consécutifs à chaque fois que les différends opposent les acteurs de la classe politique. À titre illustratif, on peut citer l'attaque perpétrée par 3 individus non encore identifiés au domicile du 4e vice-président de l'Assemblée nationale et celle perpétrée au siège du PNDS occasionnant des blessés graves. Ainsi, le BEN SICOPROD condamne avec la dernière énergie ces actes barbares, lâches et ignobles et demande par la même occasion aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que les responsables de ces actes et leurs complices soient retrouvés et punis conformément aux lois et règlements de la République. De la situation scolaire et estudiantine. Sur ce plan, le BEN SICOPROD demande aux étudiants de privilégier le dialogue dans l'aboutissement de leurs revendications. Le BEN SICOPROD souhaite de la part des étudiants que lors des manifestations, de bien vouloir épargner les biens publics et privés, car de toutes les façons, le remplacement de ces biens endommagés sera fait sur les dos de nos pauvres contribuables. Le BEN SICOPROD demande à l'administration de l'ANAP de ne plus accuser du retard dans le paiement de la bourse et de l'aide sociale. Le BEN SICOPROD lance un appel pressant à la jeunesse nigérienne de ne plus se laisser utiliser à des fins politiciennes
c'est-à-dire d'être invité à poser des actes qui tendent à troubler l'ordre public et la quiétude sociale. Le Ben Psychoprod lance aussi un appel à la jeunesse nigérienne à se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République et son gouvernement pour bâtir notre pays, car de tous les régimes qui se sont succédés, le régime de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou est le premier qui a créé les conditions nécessaires pour juguler les problèmes liés au chômage des jeunes et celui relatif à la vulnérabilité de nos populations, surtout les populations rurales. Enfin, le Ben Psychoprod demande à l'ensemble des agents de l'État de travailler à l'image du président de la République du Niger. Toujours sur le front social, les structures associatives et syndicats membres du collectif Sauvons le Niger, réunis entre hier à ce jour en session extraordinaire à l'effet d'examiner le dernier développement de la situation socio-politique du pays, a rendu public une déclaration dont je vous propose de suivre un extrait avec Nuhu Mamadou Arzika et les membres du dit collectif. Consciente de notre responsabilité historique, individuelle et collective, pour le devenir du Niger, conformément à l'engagement de tous les Nigériens, pour le respect, la loyauté et la fidélité à la Constitution. Rendons publique la déclaration dont la teneur suit. Non satisfait de la répression sauvage et l'arrestation massive des étudiants à l'issue d'une manifestation spontanée, le sieur Massaoudou annonce également la poursuite de la chasse aux sorcières contre les étudiants, dont le secrétaire général de l'ONU, qu'il accuse d'être manipulé par l'opposition politique sans en apporter la preuve. Au regard de tout ce qui précède, le collectif Sauvons le Niger fustige et condamne les accusations sans fondement contre le collectif Sauvons le Niger et les médias indépendants. Dénonce l'amalgame malveillant tendant à établir un lien entre les étudiants et l'opposition politique et exige la libération immédiate et sans condition de tous les étudiants arrêtés. Met en garde le gouvernement contre toute tentative de remise en cause des acquis démocratiques en général et les libertés de manifestation, d'expression, d'opinion et de presse en particulier. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse de l'Association pour la sauvegarde de la démocratie ASD. Le communiqué est ainsi libellé. Le bureau exécutif du BEN de l'Association pour la sauvegarde de la démocratie ASD, réuni en session extraordinaire ce jour 25 mai 2014, en son siège sous la présidence d'El Hadji Maman Hadi, président du BEN ASD, à l'effet d'examiner la situation socio-politique qui prévaut et persiste, occasionnée par les manifestations des étudiants, des attentats à l'encontre des citoyens, notamment les attaques orchestrées au domicile du président de l'Assemblée nationale, du 4e vice-président de l'Assemblée nationale et au siège du parti PNDS Tareya et les remous sociaux ça et là. L'ASD déclare à cet effet ce qui suit. Le BEN ASD condamne avec fermeté les actes de vandalisme perpétrés par les étudiants à la solde des politiciens véreux et dénués de toute orientation morale, rompus avec l'éthique citoyenne, condamne avec toute énergie les attaques de domicile du président de l'Assemblée nationale et du 4e vice-président à un moment où le terrorisme est en train de prendre forme et constitue à n'en point douter un fléau que tout Nigérien soucieux se doit de combattre, condamne en tout état de cause le manque de civisme ainsi que la sécheresse de patriotisme dont on fait montre certains de nos concitoyens qui sans vergogne se sont permis d'incendier le siège du parti PNDS Tareya. Ainsi qu'il suit, le BEN ASD exige du chef de file de l'opposition et des responsables de l'ARN le renoncement aux méthodes bolcheviques ainsi qu'à la violence
violences dont ils font usage. Demande au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, premier magistrat, père de la nation, de prendre des mesures adéquates et des dispositions qui s'imposent afin de faire échec à l'instabilité sociale et au climat d'insécurité qui prévaut. Félicite le président de la République et le gouvernement pour la sagesse dont ils font montre, aussi que les efforts justifiés et prouvés quant à l'œuvre de construction nationale. Enfin, le Ben ASD demande à l'ensemble des citoyens nigériens à se mobiliser derrière le président de la République et le gouvernement pour faire échec aux ennemis du peuple et à la démocratie. Signé le Ben ASD. Cela dit, les travaux de l'atelier régional de formation des jeunes pères éducateurs sur le leadership, la citoyenneté, la culture de la paix ont pris fin cet après-midi à la Maison des jeunes et de la culture Diadesoukou de Niamey. On fait tout de suite le point avec Murtala Zoubeirou. La paix est universelle considérée comme un idéal, mais elle n'est pas seulement l'absence de guerre et de conflit. C'est donc pour amener les jeunes pères éducateurs à comprendre le leadership, la citoyenneté et la culture de la paix que cet atelier de formation est organisé par le cadre de concertation des associations des jeunes de Niamey avec le soutien technique du ministère de la Jeunesse et l'appui financier de l'UNICEF. L'objectif recherché à travers notre atelier de formation de pères éducateurs sur le leadership, la citoyenneté et la culture de la paix est d'abord de renforcer le leadership en milieu jeune. Parce qu'il ne s'agit pas d'être responsable, il faut avoir une vision, il faut être capable d'atteindre ses objectifs par des moyens légaux. Et il faut faire preuve de ne pas faire recours à la violence dans le cadre de ces actions. Il faut également que les leaders, les jeunes leaders soient capables de faire comprendre, d'amener les autres autour de l'idéal qu'il est en train de poursuivre. Et ça là, sans pression et sans autre chose. Nous pensons que ce leadership doit être cultivé en milieu jeune pour que d'ici là, étant donné que la jeunesse est la relève du pays, pour que d'ici là, on aura dans le futur des jeunes leaders, des jeunes qui vont prendre des dispositions nécessaires pour défendre notre pays. Selon les responsables de ces cadres, les objectifs recherchés sont atteints au terme de l'atelier. Nous pouvons dire que les objectifs que nous sommes fixés sont atteints. Parce que le premier objectif, c'est d'abord de rassembler des jeunes du milieu scolaire et des jeunes qui sont dans le mouvement associatif ici à Niamey. Et donc vous voyez, cet objectif est parfaitement atteint. Et notre plus grande satisfaction, c'est la participation même de ces jeunes dans les débats pendant les 3 jours. Les participants à cet atelier se disent satisfaits de cette formation. Mais ce qui nous anime surtout, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'on a quand même reçu une formation très riche parce que vous savez, à part toute autre chose, nous sommes quand même de jeunes leaders parce que soit on a des associations, mais on a évolué quelque part. Donc cette formation nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Comment diriger, comment gérer les ressources humaines, comment on doit se comporter quand on dirige. Et ça nous a aussi permis de comprendre beaucoup de choses, surtout la citoyenneté, la culture de la paix. Vraiment, ça nous a plu d'être désignés parmi ceux qui vont suivre cette formation. Et nous sommes satisfaits. Et surtout, nous remercions nos chers formateurs et même les membres de l'organisation de cette formation. Cet atelier de formation qui a duré 3 jours a permis aux participants d'être mieux outillés sur les questions relatives à la recherche de la paix. La remise des attestations aux participants a mis fin à cette cérémonie. Actualité dans nos régions à présent, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire a bouclé son périple dans la région de Zender. À cet effet, une réunion de synthèse a été organisée, comme nous l'apprend dans cette correspondance à Moussa Adamou Garba. La dernière étape de cette mission a concerné la zone nord et la ville de Zender, Tanout et Belbéji. À Tanout, comme à Gouré, le ministre et sa délégation ont eu droit à un accueil chaleureux avec des honneurs militaires. Comme partout,
la ministre a entrepris des visites de terrain. À Sabonkafi, la ministre a visité le centre de santé intégré de la dite commune, un centre de santé entièrement réhabilité. Après cette visite, elle a tenu à rencontrer les populations, surtout les femmes et le personnel du CSI, pour leur expliquer l'objet de cette tournée. Selon la ministre, il s'agit de voir d'une part les conditions de vie et de travail des agents du ministère du Plan et de l'autre vérifier si les ONG et associations respectent le protocole type de l'État nigérien. Poursuivant sa route, la délégation a fait escale dans la commune rurale de Tarka, où les populations procèdent au recreusement de la mare sur financement de Caire International. La ministre a terminé son périple Belbéji. En marge de cette tournée, elle a rendu visite au chef de canton de Belbéji. Dans la ville de Zender, la ministre a visité le service du plan et les locaux de l'hôtel de ville de Zender. Cette tournée en profondeur de 6 jours dans la région de Zender a été par une réunion de synthèse ce samedi 24 mai 2014. Dans la poursuite de notre mission de redynamisation de la fonction de coordination globale des actions de développement par nos services déconcentrés, après les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, Zender constitue notre 4e étape. Au terme d'un périple de 6 jours dans les 10 départements de la région, nous voilà à la fin de notre mission dans la région. L'objectif général assigné à cette mission est de créer les conditions aptes à permettre la mise en œuvre efficace du plan de développement économique et social 2012-2015 en son axe 2, la création des conditions d'un développement durable et équilibré. Il s'agit plus spécifiquement de redynamiser la fonction de coordination globale des actions de développement par les services déconcentrés du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Échanger sur la territorialisation du PDS à travers le plan de développement régional, l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, les schémas régionaux d'aménagement du territoire et la réduction de la classe nationale. Échanger avec nos agents sur leurs conditions de travail. Identifier les difficultés et les solutions à prendre en vue d'atteindre les objectifs assignés au ministère. Inciter les différents acteurs régionaux et locaux à s'impliquer fortement dans le processus d'élaboration du plan de développement régional afin que cet outil de planification soit en harmonie avec le plan de développement économique et social 2012-2015 et les attentes de la région. Encourager les autorités régionales à mettre en place les cadres de concertation afin de promouvoir un développement local durable et équilibré. Amener les ONG et associations de développement à s'aligner aux préoccupations locales tout en respectant les textes en vigueur et leur engagement avec l'État. Tout au long de cette mission, accompagné du gouverneur de la région de Zender, nous avons visité l'ensemble des services déconcentrés du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, quelques initiatives des communautés de base appuyées par des projets, ONG et associations de développement intervenant dans les différents départements, le conseil régional. En outre, nous avons eu de fructueux échanges avec les autorités administratives et coutumières, les élus locaux, les représentants des communautés bénéficiaires des actions de développement. Mesdames et messieurs, cette démarche nous a amenés à faire des constats et à formuler des propositions à l'endroit de chacun de nos groupes cibles. Ainsi, comme constat au niveau des directions régionales et départementales et des services communaux du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, nous avons relevé que les différents responsables s'investissent dans leur rôle d'appui conseil aux autorités administratives, aux collectivités territoriales, aux ONG, associations de développement et aux programmes et projets de développement. Mesdames et messieurs,
Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les autorités administratives et coutumières pour la chaleur de l'accueil et leur hospitalité. À ce niveau, je me dois de remercier plus particulièrement le gouverneur de la région des Anders pour son investissement personnel en vue de la réussite de cette mission. J'irai jusqu'à dire que pendant ces 6 jours, nous l'avons modulé en un véritable cadre de développement. Témoigner ma gratitude aux populations de la région des Anders et au président du conseil régional pour l'accueil enthousiaste dont ils nous ont gratifiés. Féliciter et encourager nos services techniques déconcentrés pour la qualité des présentations, leur dévouement au travail et les rassurer de mon ferme soutien dans l'accomplissement de leur mission. À ce sujet, je voudrais faire une mention spéciale à l'endroit du directeur départemental de Gouré pour le sens de sacrifice dont il a fait montre en rendant fonctionnel le bâtiment de sa direction en avançant ses propres fonds. Autre aspect de ce journal, l'université Aube Nouvelle du Burkina Faso a animé hier sous le haut parrainage du ministre nigérien en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation une conférence de presse. Objectif présenter au public nigérien les offres de cette institution universitaire. Omar Amma. Placées sous le haut parrainage du Premier ministre chef du gouvernement, ces assises regroupant des opérateurs économiques et autres représentants des organisations socio-professionnelles issues de 8 régions du pays se tiennent dans le cadre de la journée d'information et d'échange avec les secteurs privés sur le climat des affaires au Niger. Cette initiative du ministère en charge du commerce soutenue par la Banque mondiale entre dans la droite ligne des actions engagées par le gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires à travers un dialogue franc et sincère entre le secteur public et privé. Nous constatons aussi, Monsieur le ministre, que cet engagement matérialise à travers le processus d'amélioration du climat des affaires qui est amorcé avec la prise d'un certain nombre de réformes que je vous laisserai le soin d'indiquer tout à l'heure, ainsi que d'autres réformes dont l'adoption interviendront certainement par la suite et qui contribueront assurément, nous espérons, à améliorer l'environnement des affaires, surtout le dialogue entre le secteur public et le secteur privé et créer ainsi les conditions d'une attractivité pour les investisseurs. Initié en vue de matérialiser l'engagement du chef de l'État à créer les conditions d'un développement durable du secteur privé et booster l'économie du pays afin d'améliorer les indicateurs de doing business, la présente rencontre vise également à mieux informer et sensibiliser les acteurs concernés des multiples actions entreprises par le gouvernement en vue de promouvoir le secteur privé. Une rencontre sur laquelle les opérateurs économiques nigériens font d'un grand espoir, celui de voir améliorer l'environnement des affaires au Niger. C'est vraiment une première et par la grâce de Dieu, le ministre a institué cette journée pour qu'elle soit une journée nationale. Ça veut dire une journée qui va être tenue chaque année. Maintenant, la date sera déterminée plus tard. Donc, en réalité, en ce qui nous concerne, nous, opérateurs économiques, nous nous en réjouissons. Si cela est vrai, parce qu'il faut aller avec des pincettes. Je dis bien si cela est vrai. Surtout, nous qui sommes de Niamey-Tillabéri. Donc, la principale grief que nous portons vraiment pour relever le niveau de recettes au niveau du Niger, c'est l'équité. Donc, il faudrait que l'État soit équitable par rapport au prélèvement des impôts et des taxes. Plusieurs communications, dont celle du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger sur le rôle et la contribution de son institution de l'amélioration du climat des affaires, ainsi qu'une présentation de nouvelles mesures
et réformes entreprises par le gouvernement et le plan d'action adopté par le Conseil national des investisseurs privés en juin 2013 ont été présentés lors de la présente journée marquée par d'importants débats fort enrichissants. Voilà, vous l'avez sans nul doute rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt de la cérémonie d'ouverture de la première journée d'information et d'échange avec le secteur privé sur le climat des affaires au Niger, dont l'objectif est d'améliorer l'environnement des affaires à travers un dialogue franc et sincère entre le secteur public et privé. Et comme annoncé, l'université Aube Nouvelle du Burkina Faso a animé hier sous le haut parrainage du ministre nigérien en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation une conférence de presse. Objectif, présenter au public nigérien les offres de cette institution universitaire. Omar Hamma. Présenter au public les opportunités qu'offre l'université Aube Nouvelle du Burkina Faso aux étudiants nigériens et africains en général. C'est l'objectif visé à travers cette conférence de presse animée par les représentants de l'université Aube Nouvelle en parrainage avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Jadis Institut supérieur d'informatique et de gestion, ISIC, il est devenu aujourd'hui Université Aube Nouvelle grâce à une vision panafricaine du fondateur. J'étais inspecteur IBM et quand je suis rentré dans mon pays, j'ai constaté que l'informatique était comme un mystère. Les quelques-uns qui avaient des informations l'entouraient d'un mystère. À telle enseigne qu'au Burkina Faso, pour commander un ordinateur, il fallait l'autorisation du gouvernement. Alors moi, qui suis inspecteur d'IBM, qui répare les ordinateurs, je ne vois en rien de mystérieux. Et pourquoi ce comportement-là? Et donc, je me suis dit, mais tiens, si je reste IBM, technicien IBM, je serais bon pour moi et pour la compagnie. Mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est là qu'est venue la révolution dans mon cœur. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a saisi l'occasion pour expliquer l'importance de cette initiative. Nous sommes heureux également que des étudiants nigériens aillent faire leur formation au Burkina. C'est mieux que d'aller en Europe où vous n'allez même pas vous retrouver. Vous êtes musulman, on va vous présenter un plat où il y a le porc. Vous n'avez pas de choix. Donc c'est pour dire que du point de vue culturel, vous êtes diminué parce que vous êtes tous des Africains et vous êtes les mêmes. C'est en ce sens que ça va renforcer l'unité de notre sous-région, que nous voudrions être le moteur de l'unité africaine. Nous voudrons que l'Afrique de l'Ouest soit le moteur du développement de l'Afrique. Le représentant du ministre de l'Enseignement professionnel est revenu sur certains points relatifs à la formation professionnelle. Notre présence est aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation marque la solidarité et l'engagement collectif du gouvernement du Niger à accueillir, à soutenir ce genre d'initiative. Parce que, vous savez, notre pays a l'un des plus forts taux de croissance. Il faut noter que cette université compte près de 5000 étudiants avec une vingtaine de nationalités et une cité de 300 lits. Ayant plusieurs partenaires institutionnels et techniques, l'université Aube Nouvelle est l'une des écoles dont le diplôme est reconnu par les CAMES, et cela au vu de ses performances. Sur de ce journal, la mutuelle d'épargne et de crédit Irkoy Gomni de Liboré a tenu ce matin les assises de sa 10e assemblée générale. La dite cérémonie a vu la présence des autorités administratives et coutumières du département de Kolo. Le compte-rendu de notre correspondant envoyé spécial Imasé. Cette 10e assemblée générale de la mutuelle d'épargne et de crédit Irkoy Gomni de Liboré s'inscrit dans le cadre de l'obligation légale imposée aux institutions mutualistes de faire adopter par l'ensemble de leurs membres leurs états financiers le 31 décembre de chaque année. Le directeur général de cette mutuelle, après avoir présenté sa mutuelle et souligné ses objectifs, est revenu sur l'objectif de cette rencontre. Cette réunion va statuer sur les activités menées par Irkoy Gomni au cours de l'année 2013. En 2013,
Irko Gomni a enregistré 248 entrées nettes, soit une augmentation de 13% par rapport à 2012. Elle compte 2099 membres répartis comme suit: 1154 hommes, 720 femmes, 225 personnes morales. Ainsi, si l'on tient compte des membres des groupements, le nombre de bénéficiaires des prestations de la mutuelle est ainsi estimé à 5000 personnes. Le taux de pénétration de la population cible représente 32% de la population active. Ce taux est nettement supérieur à la moyenne nationale qui était de 7,9% en 2003. Le maire de la commune rurale de Liboré a quant à lui rappelé les raisons ayant conduit à l'ouverture de cette mutuelle. Il a par la suite exhorté les responsables de cette mutuelle à s'investir pleinement afin de répondre efficacement aux attentes des populations. La mutuelle d'épargne et de crédit Irko Gomni de Liboré, rappelons-le, est une initiative locale née de la volonté de tous les ressortissants de la commune rurale de Liboré. Il vise à mobiliser l'épargne et à octroyer des crédits en vue de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations. La mutuelle d'épargne et de crédit est un véritable outil de développement local. Ces problèmes ne doivent nous laisser indifférents. C'est pourquoi j'invite les membres à adopter une attitude responsable en respectant leur engagement vis-à-vis de l'institution. Le préfet de Kolo, prenant la parole à cette occasion, a salué cette initiative des ressortissants de Liboré visant à réduire la pauvreté. La mutuelle d'épargne et de crédit Irko Gomni de Liboré, qui est une initiative des ressortissants de la commune, est à saluer à plus d'un titre, car elle permet d'administrer des opérations d'épargne et de crédit aux femmes, aux jeunes, en un mot à des agents économiques dont les revenus et les ressources monétaires sont faibles. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres la présentation du rapport d'activité de l'exercice 2013, l'examen et l'adoption des comptes de l'exercice 2013 et enfin quitus aux administrateurs. La caisse d'épargne et de crédit Kani, guichet de Tawa, a aussi tenu son assemblée générale. Objectif, faire le bilan donc, des activités de l'année 2013 écoulée. Le point avec nos correspondants régionaux Asman Amadou et Maman Rabiou Saïd. La gestion de la performance sociale envers les membres de la SEC Kani, c'est le thème retenu pour les travaux de la deuxième assemblée générale ordinaire du guichet de Tawa. Au cours de cette cérémonie, le chef du guichet de Tawa, Madame Bourema Mariama Ali Gisso, dans son intervention a fait le point des activités menées au cours de l'année 2013. Malgré un contexte économique assez difficile, elle dit, je cite, le guichet de Tawa a pu maintenir ses activités à un niveau acceptable avec une évolution de 15,46% de la clientèle et 11,80% de l'encours de crédit. À son tour, la présidente du comité de suivi des activités du guichet, la SEC Kani de Tawa, remercie la fidélité des membres de cette caisse d'épargne et de crédit, malgré le contexte concurrentiel qui caractérise le secteur de la microfinance. Pour le bon fonctionnement du guichet de Tawa, la présidente recommande la formation des membres élus et l'informatisation du guichet de Tawa. Dans son allocution, le directeur général adjoint de la SEC Kani se prononce sur sa mission qui vise à contribuer au développement économique et social du Niger. Pour atteindre cet objectif d'amélioration des conditions de vie de ses membres, la mission de la SEC Kani repose sur les principes suivants. Servir un nombre croissant de pauvres et d'exclus, améliorer la qualité et l'adéquation des services proposés à la clientèle cible, créer de bénéfices pour les adhérents, leurs familles et leurs communautés, contribuer au changement économique et social des communautés desservies, engager la responsabilité sociale de l'institution vis-à-vis de ses employés, de ses sociétaires et de la communauté dans laquelle elle évolue.
Dans son discours d'ouverture des travaux de cette Assemblée générale, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa précise que les activités de cette institution cadrent au programme de la Renaissance du Niger. Je peux affirmer sans risque de me tromper que les activités de collecte de l'épargne, d'octroi de crédit et d'appui conseil que mène la SECCANI cadrent parfaitement avec la vision des autorités de la 7e République, notamment la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Birgit Rafini, et le programme de développement économique et social PDS 2012-2015 adopté par le gouvernement du Niger. La Caisse d'épargne et de crédit CANI exerce ses activités depuis 1999, soit 16 ans d'expérience. Avec une dimension nationale, elle compte 15 guichets répartis dans 4 régions du Niger. Le directeur général adjoint de la SEC CANI demande aux délégués qui seront élus de faire preuve de leurs compétences au profit du bon fonctionnement du guichet de Tawa. À Agadez, cérémonie d'inauguration de l'agence Asusu de la dite zone, une cérémonie qui a notamment vu la présence de plusieurs invités de marque. Les détails de Moussa Adamou Garba. Ambiance de fête marquée par des chants du célèbre groupe Tesco, des danses et même chose rare, une parade du légendaire Bianou d'Agadez. Tout ceci pour célébrer comme il se doit l'inauguration du guichet de la Caisse d'épargne et du crédit Asusu d'Agadez. Un événement qui a drainé une foule dense et de nombreuses personnalités civiles et militaires. Il y a de quoi se réjouir car la fiche technique de Asusu SA présente 46 agences de plein exercice réparties sur l'ensemble du territoire national et pas moins de 350 000 agents économiques, comprenez des détenteurs de comptes opérationnels à Asusu SA. Ce qui, du coup, confirme le slogan de Asusu SA d'un système financier décentralisé et donc de proximité. Monsieur le gouverneur, distingués invités, outre la satisfaction du sentiment du devoir accompli en 10 ans d'exercice, aujourd'hui, c'est la joie de nous retrouver dans la légendaire cité de l'Aïr qui m'anime en ce moment. Comment pouvait-il en être autrement avec ce chaleureux accueil qui nous a été réservé par les délégations et moi-même? Merci donc à vous, monsieur le gouverneur. Merci au sultan de l'Aïr. Et grand merci à toute la population d'Agadez. Répondant à la directrice de Asusu SA, le gouverneur de la région d'Agadez s'est exprimé en ces termes. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de présider l'inauguration de la toute première agence Asusu dans la région d'Agadez. La présente inauguration coïncide en effet aussi avec la célébration du 10e anniversaire de la création de Asusu SA. Madame la directrice générale, je tiens à notifier que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les manifestations entrant dans le cadre de cette commémoration. C'est à justice donc, au nom des populations de la région d'Agadez, je vous adresse toutes mes félicitations et mes encouragements pour les résultats probants auxquels vous êtes parvenus en si peu de temps. Une visite guidée a permis aux officiels et au grand public de découvrir les locaux du guichet de Asusu SA d'Agadez. Mais auparavant, un groupement de femmes et des artisans de la région ont honoré la directrice générale en lui offrant des cadeaux symboliques de la région. Il faut dire que Asusu SA s'est déjà illustré aux côtés des populations d'Agadez en offrant dans un passé récent la somme de 15 millions de francs CFA pour la réhabilitation de plusieurs ambulances de formation sanitaire de la région. Aussi, lors de cette cérémonie, la directrice de Asusu SA a annoncé un don de 1 million de francs CFA destiné à la cérémonie de lecture du Saint-Coran qui marque la fin des travaux de réhabilitation de la grande mosquée d'Agadez. Voilà, avant la suite de ce journal, je précise que vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition le point de presse animé hier par le ministre de l'Intérieur, Assumi Massaoudou, relativement aux dernières manifs des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, ainsi qu'à la situation politique actuelle que traverse le pays.
Sur ce journal, la ville de Niamey est de plus en plus envahie par les immondices qui se trouvent en plein centre de la capitale. Une situation due à l'attitude de la population qui elle-même ne prend pas soin de jeter les ordures dans les poubelles, mais aussi à la municipalité qui ne dépose pas souvent les poubelles à des endroits indiqués. N'est-ce pas, Aïssata Issakino? On ne le dira jamais assez. La ville de Niamey est très sale. L'accroissement de sa population, son urbanisation accélérée et le manque de politique efficace d'assainissement engendrent une insalubrité criarde observée au cœur même de la ville. Dans certains quartiers, les Niaméens cohabitent avec les immondices. C'est le cas des populations du quartier Dar Salam. Ceux qui empruntent la voie menant derrière l'OPVN en savent quelque chose. Des deux côtés de la voie, des tas d'immondices envahissent la latérite. Pas de dépôt d'ordures de la mairie, les populations déversent les ordures sur la voie. La plupart des déchets constitués de plastique affectent dangereusement la santé humaine et animale. Ces déchets polluent le paysage et empêchent aux eaux de pluie de s'infiltrer dans le sous-sol. Ils sont nocifs au bien-être, une situation qui inquiète les populations. Les déchets nous fatiguent. Dès que vient la pluie, ils vont directement dans nos maisons. L'eau les transporte jusque dans nos chambres. Toutes nos maisons qui sont dans ce quartier, on a l'impression que nous ne sommes même pas à Niamey. Le maire est venu nous voir. Il nous a dit qu'il va régler la situation. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas revu. L'endroit était propre au début, mais maintenant c'est tout à fait le contraire. Le gouvernement et les responsables de la municipalité, conscients de la situation, ont déjà pris plusieurs précautions afin de lutter efficacement contre cette insalubrité. À l'approche de la saison pluvieuse, en tout cas, nous avons élaboré un programme pour faire une intervention de grande envergure pour dégager les déchets qui sont dans la ville de Niamey. Et nous avons, fort heureusement, parce que vous avez constaté qu'on a commencé à mettre de nouveaux conteneurs jaunes dans la ville de Niamey. Nous avons construit beaucoup de plateformes et ces conteneurs sont en train d'être montés au garage municipal. En tout cas, nous avons prévu déjà dès demain de déployer en tout cas tous les conteneurs qui ont été montés au niveau des plateformes qui ont été déjà construites. Nous avons projeté de construire une décharge municipale parce que vous savez, le gros problème de Niamey, tous les déchets qui sont collectés, on les déverse dans des anciennes carrières. Il n'y a pas une décharge contrôlée. Et donc nous avons identifié un site au niveau donc de la rive gauche dans la commune rurale de Karma. Après ces efforts qui seront fournis par les responsables de l'assainissement, il reste à espérer que la population saura maintenir les locaux propres et feront bon usage des conteneurs. La mosquée de Grande Prière du village de Kegel, située près de la ville de Maradi, sera très bientôt dotée d'un bâtiment de prière pour les femmes. Cette œuvre sera financée par l'opérateur économique El Hadj Sani Atia de Maradi. Les précisions de Alzouma Seni Soumaïla. Après une première visite dans le cadre de ses activités humanitaires à Kegel, un village à proximité de la ville de Maradi, qui lui a permis de remarquer l'absence d'un cadre idéal de prière de vendredi pour les femmes du village, El Hadj Sani Atia a décidé de construire une mosquée pour les femmes pour qu'elles prient en toute humilité et en toute sérénité à l'abri des regards souvent malveillants. To wataran mun je sai suka nuna mu wannan masallaci na Juma'a suka ce bai da katanga. Sai muka ce masu to lalle bai da katanga kuma suna son na mata, wato za mu ɗauka masa alƙawali masallacin nan na mata saboda an ce wurin Juma'a babu wani wuri inda mata za su laɓewa sai dai su tsaya ga hili kaga bai ba. Muka ce wannan magana katanga a bar ta za mu yi masa masallaci, to shine yanzu muka je saboda wannan alƙawari da muka ɗauka. Mun daɗe da muka kai birgi, Allah bai nihi ya fara wannan abu sai cikin wannan sati, to dangance da haka ne muka je don mu cika wannan alƙawarin.
to mun ji daɗi da muka iske ku kuna wannan karatu na da ƙur'ani mai tsarki kuna da zama cewa Allah ya kawo zama lahiya cikin ƙasar nan, Allah ya kawo kwanciyar hankali, Allah ya sa wannan harkoki na ƙasar nan su bunƙasa. In ba zaman lahiya ba a yin karatu, ba a yin noma, ba a yin kiwo, ba a yin kasuwanci, kai har iko ma bai tafiya daidai. À travers cet acte fortement recommandé par l'islam, Elhaji Sani Atia a certainement gagné en confiance dans le cœur de ses frères et sœurs musulmans du village de Kegel. Restons toujours à Maradi où à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de Serki Bouzou, une cérémonie commémorative sera organisée le 27 mai prochain à l'initiative de la famille du regretté disparu. D'autres précisions dans cette correspondance de Alzouma Seni Soumeila. En prélude au 10e anniversaire du décès du chef de province de Maradi, Femaman Sani Kouré, dit Bouzou Nzambadi, les princes héritiers du Katina, se sont réunis pour annoncer au public qu'une grande cérémonie commémorative sera organisée le 27 mai 2014 à la grande mosquée de Maradi. De 2004 à 2014, cela fait 10 ans que Mohamed Sani Kouré, dit Bouzou Nzambadi, chef de province de Katina, descendant de la dynastie Ankasawa, est décédé. Allahu Akbar, paix à son âme. C'est ainsi que les familles Serki Kouré, Serki Dankourodo, Serki Barmou, Serki Al-Nanzo, Serki Mohamed Nambaskore, Serki Mejenyawa, Serki Mazawaje, Serki Dachi et Serki Nebo ont l'honneur et la joie de commémorer son 10e anniversaire. Pour ce faire, une fatia sera dite le 27 mai 2014 à la grande mosquée Kangiwa. C'est aussi une autre occasion qui nous est offerte, nous princes héritiers de Katina, de pouvoir remercier tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement heureux de cet événement. Vraiment, on les remercie beaucoup. Et ils nous ont prouvé l'importance et la place qu'occupait Mohamed Sani Bouzou Nzambadi de son vivant. Vraiment, nous les remercions beaucoup. Nous leur tirons, n'est-ce pas, un grand chapeau de satisfaction et de probité morale. Cette réunion de princes héritiers du Katina est une concertation pour une meilleure organisation de la cérémonie du 27 mai qui va rendre hommage à Serki Bouzou Nzambadi, une figure qui a marqué la chefferie traditionnelle de Maradi. Après le bac sportif, les préparatifs donc des examens de fin d'année au titre de l'année 2013-2014 se poursuivent normalement dans les différents établissements scolaires visités par nos reporters Omar Hamma et Soumaïla Dandi. À un mois des examens de la fin de l'année académique 2013-2014, les préparatifs de ces derniers se poursuivent au niveau des différents établissements scolaires de la capitale. Malgré les grèves récurrentes, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves, présentement, les enseignants soulignent que la majorité des établissements ne sont pas à jour par rapport au programme de l'année. Nous, en tant que syndicat d'enseignants, je crois que même si le gouvernement a la latitude d'organiser aux dates voulues, même si le gouvernement a la responsabilité de valider ou de ne pas valider les années, je me dis qu'il y a un défi qui est là, celui de pouvoir véritablement permettre aux élèves d'aller à ces examens avec un niveau assez important. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, vous pouvez faire le tour des établissements. Le constat, il est amer. Il est amer parce que récemment, lorsque les élèves étaient sortis, c'était pour revendiquer des enseignants, en tout cas en nombre suffisant. C'était pour demander des meilleures conditions d'études. Donc à cela, en tout cas, si on fait le constat, c'est que véritablement, il y a des problèmes pour aller à ces examens aux dates prévues par en tout cas, les autorités en charge de l'éducation. Par contre, plusieurs établissements scolaires, publics et privés, sont à 90% du taux d'exécution du programme. Et par rapport à l'état d'avancement des programmes, nous sommes à peu près à 90% de l'exécution des programmes. Et certains sont même à 95% dans certaines matières, mais globalement, la situation est satisfaisante.
Et d'autant plus qu'actuellement, la majorité de nos élèves ont fini le bac sportif. Donc nous sommes au dernier tournant. Après le bac sportif, ils auront juste les compositions et les examens blancs. Donc il nous reste à peu près 1 mois et demi pour finaliser le programme. Or à 90%, nous sommes sûrs et certains que d'ici là, le programme sera exécuté à 100%. Les élèves se disent confiants et s'exercent davantage à affronter les épreuves. L'état d'avancement, on a presque fini, on est à 90% du programme. C'est juste la physique seulement qui reste pour le programme. C'est surtout en physique que ça reste pas mal, mais les mathématiques, presque toutes les classes de terminale ont déjà fini. Et SVT, ça ne reste qu'un seul chapitre pour les terminales. L'année scolaire 2013-2014 tire à sa fin. Globalement perturbé par des grèves, le constat est plus ou moins satisfaisant. Il est donc nécessaire que les autorités en charge de la question prennent des mesures adéquates pour le bon déroulement de ces examens. Le problème d'eau est l'une des difficultés majeures que vivent les populations de la région de Zender. Pour s'attaquer à ce problème, les autorités de la 7e République ont pris des dispositions. Ainsi, plusieurs réalisations ont été effectuées là-bas, nous dira notre correspondant permanent à Zender, Moussa Adamougarba. C'est plus de 5 forages qui ont été construits par l'État nigérien à Zender, et ce, pour renforcer la desserte de la ville en eau potable. Ces forages viennent en renfort aux autres existants. Il vous souviendra que le président de la République a procédé l'année dernière à la pose de la première pierre d'un grand forage à Ganaram. Du début de ce problème à ce jour, c'est plusieurs milliards de francs qui ont été débloqués pour solutionner ce problème, pour assurer de l'eau potable aux populations de Zender. Très préoccupé par ce problème, le président de la République a envoyé le Premier ministre sur place pour constater de visu l'évolution de tous les projets visant à mettre à la disposition de la population de Zender de l'eau potable en quantité et qualité suffisante. Au cours de cette visite sur le terrain, le constat est là, palpable et indiscutable. Un constat qui nous permet de crier haut et fort que Mamadou Issou est très préoccupé par le problème d'eau à Zender. Contrairement à ce que pensent les individus aux yeux bandés qui s'amusent à saboter par quelque moyen que ce soit le projet de développement des autorités de la 7e République. Le jour où l'eau jaillira des profondeurs de Ganaram, c'est sans nul doute cet individu sceptique aux yeux bandés qui témoignera de ses réalisations. Aujourd'hui, les Zendérois sont reconnaissants à l'endroit du président de la République pour ses multiples réalisations à Zender. Entre autres, l'on peut citer comme projet de développement, problème d'eau, la route de Zender-Miria-Goudoumaria, Zender-Magaria, ou encore l'électrification de plusieurs villages, la desserte de Zender et Maradi en électricité depuis la Soraz, etc. Autant de facteurs déterminants et qui témoignent toute l'attention que les autorités de la 7e République portent sur la région de Zender. En grand bâtisseur, le président de la République a également promis aux Zendérois Zender-Kwalia. Et puis, comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée au point de presse animé hier par le ministre de l'Intérieur, Assoumi Massaoudou, relativement aux dernières manifestations des étudiants ainsi qu'à la situation politique actuelle qui prévaut dans le pays. Très bonne réception, au revoir. L'actualité récente, c'est les événements de cette semaine que nous avons vécu, mais ces événements ont une histoire. Vous savez, nous sommes un pays qui, depuis 1990, tente une expérience démocratique des plus complètes, une démocratie qui fonctionne, qui a fonctionné. Et parce qu'elle fonctionne, parce qu'elle a fonctionné, parce que ces mécanismes sont connus de tout un chacun, de tout le peuple nigérien,
évidemment, il y a toujours eu des tentatives d'interruption du processus démocratique. Nous avons eu des hoquets, nous avons eu une remise en cause 3 années après les premières élections démocratiques, moins de 3 années d'ailleurs. Nous avons eu une deuxième... bon, cette expérience a fait court parce que le peuple nigérien s'est dressé contre cette interruption du processus démocratique et la tentative de restauration autoritaire que vous avez connue dans les années 90. Nous avons eu, après ça, le retour du processus démocratique. Pendant 10 ans, un régime légitime, démocratiquement élu, un président élu en 1999, a eu un premier mandat, a été reconduit à la suite d'un second mandat, sans que le processus démocratique n'ait été menacé. Et nous étions dans l'opposition pendant ces 2 mandats. Nous avons exercé l'opposition de manière démocratique, sans perspective putschiste, tant que les institutions, le système fonctionnait, en assumant notre rôle d'opposant à l'Assemblée nationale, en faisant des manifestations pacifiques, dans le cadre régulier des lois et règlements. Mieux, en soutenant le président de la République de l'époque, M. Tanja Mamadou, sur certaines questions clés, notamment la question de la rébellion du MNJ, de manière forte, quand nous pensons que les intérêts de notre pays étaient menacés. Voilà l'opposition que nous avons faite dans le cadre démocratique. Cela étant dit, je voudrais relater un peu d'historique quand même, un peu de rappel par rapport aux événements actuels, parce que ce ne sont pas des événements qui sont tombés d'un coup. Ces événements, nous avons commencé à voir à partir des élections dernières. On pensait avoir un retour normal d'un exercice régulier de la démocratie avec un gouvernement, une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose dans les règles à l'Assemblée nationale, dans les manifestations de rue si nécessaire, mais toujours dans le cadre de la loi. Ayant vu ça, le président a proposé pourquoi créer des problèmes quand on peut s'entendre. C'est pour ça qu'il a engagé l'initiative, il a pris langue avec M. Seyni Omar pour faire sa proposition de gouvernement d'union nationale. Avant cela, il avait demandé à Hamma son avis, qui avait dit non. Mais un mois après, à l'Assemblée, il avait dit qu'il appelait à un gouvernement d'union nationale. Le président a dit tant qu'à faire, on y va. Ces négociations ont duré 2 mois et ont abouti. Je ne vais pas relater, je vais aller très vite. Et on a abouti à un projet d'accord sur lequel on s'était entendu, qui devait effectivement nous amener à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais en fait, les négociations ont abouti, mais certains pensaient que ça n'allait pas aboutir. Seyni Omar, Hamma, qui avaient leur accord préalable, secret. Et au dernier moment, ils l'ont saboté en sortant la formule du Premier ministre qu'on doit donner à l'opposition. De leur esprit, ce qui n'avait pas été discuté, qui n'avait jamais été dans nos discussions. De leur esprit, ils seraient Premier ministre et de fait, comme ils seront tous dedans, il y aura un Premier ministre et il mettrait le président en cohabitation de ce fait avec une nouvelle majorité qu'il créera à l'Assemblée à l'agenda d'octobre prévu. Bon, évidemment, le président a dit qu'il ne voulait pas de cohabitation. Lui, il voulait d'un gouvernement d'union nationale et il a rejeté cela. Voilà comment le projet a avorté, mais il a avorté ceux qui ont participé aux négociations, ceux qui ont compris et qui ont vu la transparence, puisque les négociations ont été faites de manière transparente, en tout cas entre les différents acteurs, et qui ont compris qu'ils ont été dupés parce qu'ils ont cru à cet accord-là, ont compris qu'il y avait un autre jeu, un autre agenda qui n'était pas le leur. On rejoint le gouvernement. Ce qui a mis en échec leur projet, puisque une nouvelle majorité s'est déclarée à l'Assemblée, une nouvelle majorité s'est faite, et nous l'avons démontré en déposant une motion de confiance. Cette motion de confiance a donné clairement une majorité de 70 à l'époque. C'est une majorité confortable permettant de gouverner. À partir de ce moment-là, puisqu'il n'était pas question pour eux que le président finisse son mandat régulier, démocratique, ils se sont mis à comploter, à préparer une alternative non démocratique pour remettre en question le mandat démocratique régulier. C'est ainsi que nous avons assisté à des manifestations de scolaires dont le but, il n'y a même pas de revendication. Le seul but, la seule revendication, c'est sortir pour faire la casse à Niamey. Je vous dis que ce n'est pas tous les scolaires de Niamey, parce qu'on nous présente ça comme tous les élèves sont dehors. À Niamey, il n'y a que 7 établissements qui sont en permanence concernés par
ces manifestations dont le but est la casse. Ça a culminé avec la dernière casse, pas celle-là, hein, des lycéens qui ont attaqué les 3N, qui ont cassé tout, etc. Avec tout ça, nous avons gardé notre patience. Nous avons, parce qu'ils pensaient que la police allait intervenir avec des armes à feu, avec des bavures, avec des morts. C'était ça leur souhait. La police garde son sang-froid, elle mène ça avec professionnalisme. Les instructions sont claires, il n'y aura pas de bavure. Il n'y aura pas d'utilisation d'armes à feu dans le maintien de l'ordre. Il n'y aura pas d'escalade dans le dispositif de maintien de l'ordre. Avec les moyens réguliers, les moyens normaux du maintien de l'ordre, cette situation sera maîtrisée. Les élèves que nous arrêtions, nous les libérions, en espérant que les gens comprendront, à chaque fois qu'ils ont fait la casse, on les interpelle et on les libère 2 jours après. C'est ce qui a été fait jusqu'ici. Ils sont passés à une étape supérieure avec les débats à l'Assemblée. Pourquoi ils sont arrivés là? Ils peuvent dire des choses comme ça. C'est à cause de l'impunité. Des gens qui n'ont pas été condamnés pour l'acte le plus grave qu'on puisse commettre contre l'État, contre des institutions, sont en liberté et se permettent effectivement de banaliser tout et de considérer que finalement rien ne vaut rien. Évidemment, à partir de ce moment-là, il faut mettre fin au processus démocratique. C'est ça l'alpha et l'oméga de toute cette campagne médiatique contre la Cour constitutionnelle, après une campagne médiatique permanente contre le président de la République. Délégitimer les institutions et montrer que la démocratie ne vaut rien, il faut la remettre en cause. Et cela, nous ne sommes pas d'accord. Nous nous battrons contre cela. Nous utilisons les instruments de l'état de droit et de la loi pour faire échec à cette entreprise-là. Donc, ça c'est l'historique. Et dans ce contexte-là, évidemment, avec les arrêts de la Cour, sentant l'étau se resserrer, sentant les institutions résister à leur cabale, résister à leur campagne, résister à leurs assauts, ils sont passés à la phase supérieure. En un même jour, le même jour, les étudiants prétextant, parce qu'il n'y a aucune revendication, il faut le savoir, parce qu'on est en train de faire apparaître le phénomène suivant, comme si, à ce jour-ci, il y a eu un problème de paiement d'allocation. C'est faux. Ça a toujours été à cette... Il n'y a aucun retard, il n'y a pas un jour de retard. Vous avez suivi le directeur de l'ANAB à la télé, moi je l'ai suivi, mais c'était édifiant. Pas un seul jour d'erreur, il n'est pas un seul jour de retard par rapport à ce qui se fait d'habitude au niveau des listes qu'ils ont établies avec les étudiants, qui ont été faites. Il venait encore, lui, il était là en train de corriger les listes avant de procéder au paiement en faveur des étudiants, parce qu'il y avait des noms qui manquaient. Il était là-dessus. Il était d'accord avec eux. Quand une escouade est venue par bus de ne sais où, conduit par le secrétaire général du Lyonoun, et que nous recherchons, et nous allons, puisqu'il est quand même à la base de quelque chose de grave, nous recherchons, nous le trouverons, nous l'arrêterons et nous le poursuivrons. Sont venus attaquer comme ça, spontanément. Parce qu'ils avaient annoncé à chaque fois des vendredis noirs. Il y avait 2 semaines qu'ils étaient là en train d'annoncer. Nous avons pris les dispositions pour qu'ils ne sortent pas. Pour que cela n'ait pas lieu, ils n'ont pas pu. Là, ils ont prétexté ça et puis sortir dans des bus et arriver en ville. Et ils ont commencé la casse. Mais si vous voyez la fureur avec laquelle cette casse est faite, mais vous vous demandez si c'est des hommes qui ont fait ça. Si c'est des personnes qui ont fait ça gratuitement. Le but, c'est la casse. Le mot d'ordre, c'est la casse. L'objectif, c'est la casse. Il n'y en a rien d'autre. Il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de revendication. C'est fou. La revendication n'en était pas une, elle n'en a jamais été une. Le mobile, le but, l'objectif, le moyen, tout était en un seul mot, la casse. Ils ont cassé des biens publics. Beaucoup de biens publics. Je vais être exhaustif pour que les gens entendent. Une Toyota 8K 9506 RN appartenant au DAF, saccagée. 5 motos dont 3 appartenant aux agents de la garde nationale endommagés. Un ordinateur portable de marque HP appartenant à un agent de la garde nationale détruit. Un poste téléviseur détruit. 4 climatiseurs endommagés. Les vitres des portes et toutes les fenêtres cassées. Ça, c'est au niveau de l'ANAB. Au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, il y a 8 véhicules endommagés. Vous savez, ce ministère-là se trouve en face du siège de l'USN.
C'est pour ça que nous avons occupé le siège et le fermé. Parce que c'est à partir de là que les gens se retranchaient et revenaient faire la casse. Ce n'est pas des grands groupes, ce n'est pas des milliers d'étudiants. Les étudiants font cours normalement. Les établissements scolaires de Niamey ont eu une année scolaire normale. Il y a quelques-uns, mais tant pis pour eux, les examens se feront. Et évidemment, s'ils n'ont pas étudié, ils ne vont pas réussir. Donc, il n'y a pas de crise scolaire en tant que telle. Mais il y a ces gens-là qui font la casse. Au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, Toyota 4x4 8A 5236 appartenant à la direction de la santé animale, pare-brise arrière cassé. Toyota Carina